Good Morning SAV, le podcast qui fait du bien à mon SAV. Bonjour à tous, Laurent, salut, bienvenue dans le podcast Good Morning SAV, le podcast qui fait du bien à mon SAV. Et aujourd'hui, on va parler d'un mouton à 12 pattes, un bon 12 pattes, j'ai bien exagéré parce qu'on va parler du chef d'atelier. Et il y a pas longtemps, j'ai vu une offre d'emploi pour un chef d'atelier. Et il se trouve que l'offre d'emploi, franchement, elle était tellement balèze qu'elle m'a fait mal à la tête et je me suis dit, mais la pauvre personne qui va prendre ce job, là, ça va être super dur. Il faut qu'il gère les alternants, qu'il gère les rendez-vous, qu'il gère la facturation, qu'il gère le reporting au directeur technique, qu'il gère le planning de... Bref, c'est partout comme ça, là, Laurent, ou... Le chef d'atelier, c'est vraiment une clé maîtresse dans l'activité de service. Alors, évidemment, à partir du moment où il y a un atelier ou quelque chose d'équivalent. Donc, on le retrouve plus souvent dans des activités agricoles, TP, manutention, un petit peu moins dans l'activité industrielle, mais quoique, il y a quand même pas mal d'industries où on a quand même des ateliers, où on reçoit des équipements en atelier sur lesquels on doit intervenir. Que ce soit au moment de la préparation, donc, puisque dans les ateliers, on va dire, il y a deux grands espaces de travail. Il y a la préparation d'une machine neuve que l'on va livrer, mais qui doivent être ajustées, adaptées à des contextes particuliers. Et puis, il y a le côté réparation. On a un équipement qui rentre pour être soit entretenu, soit remis en état, soit réparé, dépanné parce qu'il a une panne. Et le chef d'atelier, au milieu de tout ça, c'est le coordinateur, c'est le petit chef d'orchestre de cet univers-là. Quelles sont ses tâches ? On peut se poser la question. Et c'est là où je vais rejoindre l'offre d'emploi dont tu parles, enfin les offres d'emploi qu'on voit autour des chefs d'atelier. C'est que si on fait simple, le chef d'atelier, il doit gérer éventuellement l'accueil des clients au moment soit pour réceptionner la machine, soit au moment où il la rapporte pour un problème. Il doit être l'interface avec son équipe technique, ses mécanos, ses soudeurs, ses électrotechs, selon la typologie d'atelier. Il doit les piloter, les faire monter en compétences, s'assurer qu'ils fassent bien le travail, répartir les ordres de réparation, les ordres d'intervention, gérer le temps, réceptionner le matériel, livrer le matériel. Il doit faire en sorte que l'espace de travail soit optimal dans l'atelier, qu'il soit toujours propre, de manière générale. Faire un peu de management quand il a le temps, faire en sorte que les apprentis et les équipes qu'on monte en compétences, gérer les astreintes quand il y en a, traiter quelques litiges au téléphone, éventuellement mettre son nez dans certains devis, prendre quelques rendez-vous, gérer les fournisseurs de consommables ou de pièces qui vont venir, discuter avec le magasin, s'assurer que les bonnes pièces vont arriver au bon moment, faire un peu de contrôle qualité, et puis pendant qu'on y est, s'occuper un peu du bâtiment, parce qu'il faut aussi faire de l'entretien. Voilà, c'est quelques-unes des tâches, on pourrait approfondir encore un peu. Et tout ça en s'assurant de la rentabilité de son atelier, puisqu'on va lui en demander de plus en plus sur le sujet. Bien sûr, sans lui donner ni de compétences managériales, ni de compétences en gestion. Il doit gérer tout ça. Et on en rajoute une petite couche, c'est souvent le meilleur expert qu'on avait avant dans l'atelier. C'est un super mécano ou un super électrotech, ça dépend de la typologie de l'atelier. Et on lui a donné la responsabilité de l'atelier parce qu'il est tellement bon qu'il est capable d'aider les autres. Voilà. Et avec ça, il se débrouille. Bonne chance. Bonne chance. Alors évidemment, c'est comme ce sont des personnes pleines de bonne volonté, ils apprennent sur le tas, ils font en général vraiment du mieux qu'ils peuvent. Mais ils ont quand même des zones où ils ont besoin d'être accompagnés, d'être soutenus. Donc, ce que j'aurais tendance à dire, c'est que, enfin, je vais même encore ajouter un point. Il y a une deuxième difficulté, je sais plus où j'en suis. Il y a une difficulté complémentaire qu'il faut ajouter, c'est que comme souvent c'était le super expert, il a donc des copains dans l'atelier, dont il devient maintenant le chef. Donc on a en plus un changement de posture, de positionnement et de niveau hiérarchique. Donc en termes de complexité, on lui en a mis pas mal dans les mains, chef d'atelier. On retrouve ça aussi dans un certain seuil au niveau des responsables SAB, qui ont suivi souvent un peu le même parcours. Donc la question derrière, c'est comment une entreprise accompagne ses chefs d'atelier. Parce qu'il faut les accompagner, il ne faut pas les laisser tout seuls dans ce grand micmac d'activités à gérer. Il y a au moins 3 niveaux sur lesquels il faut les accompagner. Le premier niveau, c'est un niveau de gestion. Il faut leur apprendre à gérer un minimum un atelier d'un point de vue économique.
Okay, c'est pas dans la culture des formations techniques d'avoir une compétence économique. C'est pas dans la formation initiale. Donc, il faut les accompagner là-dessus. Il faut vraiment les former. En partie en interne, en partie en externe. C'est à voir selon les typologies de personnes que l'on a. Le deuxième niveau où il faut les accompagner, c'est sur le plan du management. Là aussi, gérer une équipe, ça ne s'improvise pas, c'est quelque chose qu'il faut apprendre. On ne peut pas le gérer en étant copain avec tout le monde, ça ne marche pas. Il va falloir d'autres choses. Parce qu'il y a des moments où il va falloir quand même cadrer, il va falloir trancher, il va falloir décider, il va falloir prioriser. Donc tout ça, ça demande un peu de compétences à travailler, et ça s'apprend. Donc c'est le deuxième point important. Et le troisième point, c'est de l'outiller. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à un chef d'atelier de suivre de manière précise ce qui se passe dans son atelier, les heures, les consommables, les pièces, euh, tous les ordres d'intervention ou de réparation en cours, etc., si on ne l'outille pas un peu. Donc là aussi, c'est quel outil, alors, de préférence informatique, on lui met dans les mains, sachant que quand on sort le mot informatique, il faut vérifier qu'en face, le chef d'atelier est à l'aise avec ça. Que c'est pas parce que c'est un super mécano ou un super électrotech qu'il est super à l'aise avec l'informatique. C'est loin de là. Certains le sont, d'autres pas. Donc, fonction des équipes qu'on a, on va aussi devoir les accompagner là-dessus. Il ne suffit pas de mettre un outil informatique et de former sur l'outil informatique pour dire que ça va marcher. Il y en a quelques-uns chez qui ça a fonctionné, qui se manifestent. Mais attends, en fait, tu es en train de parler d'accompagnement et tout, mais moi j'avais même une question encore plus basique, c'est est-ce que on se fourre pas un peu le doigt dans l'œil avec la définition des missions du chef d'atelier? Est-ce que en fait chef d'atelier c'est pas plutôt normalement 3 métiers avec 3 personnes différentes, quoi? C'est un peu du 3 en 1. C'est pour ça que c'est un mouton à 12 pattes. C'est vrai qu'il est difficile à trouver et à garder surtout. C'est un métier qui est extrêmement tendu en termes de travail. C'est-à-dire qu'à la fois, si on a un expert technique qui a une très grande curiosité, une grande capacité d'apprendre, qui aime coordonner, qui aime faire en sorte que le travail soit bien fait tout en étant capable de déléguer, qui apprend relativement vite, qui est capable de passer à la gestion, donc de sortir du métier technique. S'il y a ça, si ces éléments-là sont présents, vous avez tout le potentiel, enfin en tout cas des éléments de potentiel fort pour en faire un chef d'atelier. La difficulté, c'est que par rapport à un responsable SAV, le chef d'atelier doit être technique. On ne peut pas avoir quelqu'un qui n'a pas un cursus technique. Parce qu'il va falloir qu'il comprenne ce que font les techniciens, qu'il soit capable de les challenger, qu'il soit capable de leur apporter du conseil, de les guider dans une préparation, dans un dépannage. Donc ça ne peut pas être quelqu'un extrait de la technique. Ça ne peut pas être juste un gestionnaire. Contrairement à un responsable SAV, qui n'a pas forcément besoin d'avoir une grande compétence technique. C'est pour moi une des grandes différences. Donc son expertise est importante. Donc c'est bien sur les autres dimensions qu'il va falloir l'accompagner. Et effectivement, c'est du 3 en 1. Donc ça va prendre du temps. On ne va pas devenir chef d'atelier en une semaine parce que ça y est, on a récupéré le titre. Non, ça va prendre quelques mois. Okay, donc l'entreprise doit être capable de l'accompagner pendant cette durée-là sur les 3 dimensions que j'ai abordées. Mais le métier en soi, il devrait pas être redéfini? Ma question, c'est vraiment, est-ce que en fait, on fait pas n'importe quoi pour charger autant une personne comme ça? Parce que ça se voit quand même régulièrement, ou quand tu vois les offres d'emploi, peu importe dans quel secteur, elles sont quand même super balèzes comparées à d'autres missions, enfin, volume de missions qu'on pourrait donner à d'autres profils de personnes, même dans le SAV, quoi. Alors, la question que tu soulèves, elle est très importante dans le métier du SAV. C'est comment on a distribué les rôles et missions. Comme je le disais en introduction, quand on regarde les tâches d'un responsable SAV, d'un chef SAV, d'un chef d'atelier aujourd'hui, dans la plupart des entreprises, on voit que c'est un gros paquet. Il y a beaucoup, beaucoup de choses dedans. Donc, la question à se poser, c'est finalement comment est structuré mon SAV. Là, il faut prendre de la hauteur. On ne peut pas juste penser l'atelier de manière séparée du reste de l'activité SAV. Donc, il faut reposer à plat quelles sont les missions du SAV, quel est le périmètre exact du SAV. Dans ce SAV, comment sont découpées les tâches entre le magasin, l'atelier, les itinérants, l'outline, principalement, on va dire, peut-être un peu d'ADV aussi. Donc, comment tout ça est redistribué
avec un regard qui doit qui doit accepter de remettre les choses à plat, de ne pas se dire oui, mais jusqu'à présent on a fonctionné comme ça, on a cumulé, 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 et puis c'est comme ça quoi. Donc si c'est comme ça, on continue comme ça. Non, bien sûr que non. Et, à un moment donné, il faut reposer régulièrement. Moi, je conseille de le faire tous les 2-3 ans, de reposer à plat les rôles et missions du SAV. Selon son évolution, les nouveaux marchés qu'on a pris, les nouveaux segments, les nouvelles technologies, les nouveaux matériels, etc. qu'on met en place. Donc, il faut reposer ça à plat. Et quand on va regarder spécifiquement l'atelier, c'est de bien délimiter ce qui dépend réellement de l'atelier. Quelles sont les tâches qui lui sont réellement dévolues, pas celles qu'on lui a données parce qu'on ne savait pas à qui les donner. Parce que, in fine, quand on ne sait pas à qui donner quelque chose qui est un peu technique, ça finit dans l'atelier. Mais c'est un peu c'est le bout du chemin. Et c'est comme ça que l'atelier se retrouve à gérer le bâtiment, par exemple. Est-ce que c'est à l'atelier de gérer le bâtiment ou pas? Il n'y a pas de bonne réponse. C'est pas oui, ça doit l'être ou non, ça ne doit pas l'être. Ça dépend du contexte, ça dépend de la taille de l'entreprise et ses capacités. La question à se poser, c'est est-ce que l'atelier, ou en tout cas les personnes qui constituent l'atelier, sont les personnes les plus pertinentes pour le faire au meilleur coût? Des fois, il vaut mieux sous-traiter la gestion du bâtiment à une structure externe qui va très bien le faire, dont on aura parfaitement cadré les missions, on aura un coût budgétaire connu à l'avance, plutôt que de venir surcharger l'atelier dont on attend autre chose. On attend qu'il serve correctement les clients, qu'il dépanne en temps et en heure les machines, qu'ils tiennent les promesses, qu'ils tiennent les délais qui ont été annoncés, etc. Donc, il y a cette analyse qui doit être faite régulièrement pour que l'atelier, en fait, effectivement, soit bien sur les tâches qui le concernent réellement et qu'il soit bien au service des clients. Parce que, in fine, c'est son rôle principal. Quand je dis client interne et client externe, hein, pas seulement externe. Parce que l'atelier travaille aussi en interne, notamment pour les ventes, hein, quand on fait de la préparation, quand il prépare des machines pour pour des salons, quand il prépare des machines pour des démonstrations, ou alors quand c'est de la location, qui récupère les machines pour les remettre en état pour la location suivante, etc. Donc, c'est bien client interne et client externe, là, quand je parle de client. Quand tu accompagnes des chefs d'atelier, il y a des sujets communs qui ressortent à tous les coups, des choses qui sont vraiment difficiles pour eux. Il y a beaucoup de choses qui sont difficiles pour un chef d'atelier. C'est un chef d'orchestre dépendant lui-même de l'autre chef d'orchestre qui est le responsable SAV. Donc, ça fait beaucoup de chefs d'orchestre. Mais ce que je pourrais dire là, c'est que, allez, dans les points qui ressortent, le premier, c'est la charge de travail, mais ça, c'est inhérent au SAV. Tout le monde dans le SAV va parler de sa charge de travail parce qu'elle est souvent très importante, elle est très dense, avec beaucoup de responsabilités. Donc, la question de la charge de travail revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est le périmètre. Est-ce qu'on a bien défini les rôles et missions, premièrement, et deux, les priorités. Quelles sont les priorités que l'on décide? Quelle est la stratégie de gestion des priorités qu'on a définie pour que le chef d'atelier puisse trancher? C'est quoi les critères? Donc ça, si ça n'a pas été clairement posé, la gestion du temps, on n'arrivera pas à s'en sortir. La deuxième chose qui ressort souvent, c'est la difficulté à trouver des bonnes personnes, d'avoir les bonnes compétences en nombre suffisant. On en revient à la question de la rentabilité du SAV. Si un SAV n'est pas rentable, c'est très dur d'embaucher et d'avoir les bonnes compétences en bonne quantité. Donc on a traité ça et on le traite au fil de l'eau de nos épisodes. La deuxième chose, c'est de trouver les bonnes compétences. Donc trouver les bonnes compétences, c'est aussi être en capacité de les attirer. D'attirer des jeunes, par exemple, des apprentis qu'on va former. Alors, ça demande du temps de les former, ça demande de l'investissement, notamment de l'investissement au temps du chef d'atelier ou d'autres experts dans la boutique. Et ça demande aussi de les garder. Pour les garder, c'est aussi quelle est la stratégie managériale qu'on a mis en place, comment on les a managés, comment on les forme, comment on les monte en compétences et comment on garantit la montée en compétences permanente, comment on les intéresse aux nouvelles technologies, aux outils qu'on met en œuvre, comment on travaille de manière professionnelle, pour le dire de manière plus simple. Okay, les jeunes qui arrivent en entreprise ont envie de rentrer dans des entreprises pro, où on est bien traité, et où on travaille de manière professionnelle, et où on est reconnu pour ce que l'on fait, et où on travaille avec les bons outils. Un minimum. Je pourrais en rajouter quelques-uns, mais c'est le minimum. Donc une fois qu'on a posé tout ça, ça pose donc bien la question de comment est managé cet atelier, quels moyens lui sont dévolus, comment on fait en sorte que les moyens soient toujours à la bonne hauteur, au bout du jour, comment le pilotage est fait, comment la rentabilité est assurée pour avoir les moyens de faire tout ce que je suis en train de dire. Donc tout ça est imbriqué.
Troisième point qui ressort souvent chez les chefs d'atelier, c'est les exigences. C'est-à-dire le fait qu'on vienne leur en demander toujours un peu plus. Et on leur demande un peu plus d'administratif, et on leur demande un peu plus de rentabilité, et on leur demande un peu plus de gestion, et on leur demande d'être un peu plus en interfaçage avec les autres services, le magasin, les commerciaux, les ADV, la finance pour certaines relances de clients qui sont un peu en retard, etc. On leur demande d'être des liens comme ça un peu partout. En fait, on leur demande d'être des mini-responsables SAV. Alors, mini, c'est pas péjoratif, hein, c'est vraiment juste c'est le champ, le périmètre qui n'est pas tout à fait le même, qui est un peu plus restreint là, sur l'atelier. Mais c'est ce qu'on leur demande. Et ça, ils ont du mal. Ils ont du mal parce qu'on vient leur demander, sans préparation, sans accompagnement, c'est assez brutal, quoi. Alors, brutal, le mot peut sembler dur, hein, mais c'est ce qui est vécu très souvent. Ça tombe comme ça, comme une douche froide, en disant, ben maintenant, tu fais ça. Comme quand on va voir un technicien, qu'on lui dit, maintenant, tu vas vendre des contrats et tu vas vendre des pièces. Sans accompagnement, sans formation, débrouille-toi. Ça marche pas. Ça ne peut pas marcher. Faut pas oublier quand même qu'on a une population qui est technique, qui a une très grande capacité à comprendre les problématiques techniques, à les résoudre, à travailler sur du matériel technique. Mais la dimension commerciale, la dimension humaine, la dimension managériale, la dimension gestionnaire, ben, il faut leur apprendre, il faut les accompagner, il faut simplement être là en soutien, avec les bonnes personnes en interne qui leur transmettent des informations, et puis un peu de soutien externe avec des formateurs ou autres quand il y en a besoin. Et il y a un truc qui me parle beaucoup, c'est l'histoire du copain. Ouais. Ton copain mécano qui devient chef d'atelier. Ouais. J'ai un copain qui est devenu directeur technique Ouais. et il a eu exactement ce cas-là. Atelier qui fonctionnait super bien, le chef d'atelier part, et bah, la personne qui trouve pour remplacer chef d'atelier est parmi les mécanos, c'est un des meilleurs. Ouais. Il le place chef d'atelier, il fait 6 mois, il s'en va parce que c'est devenu l'ennemi à abattre alors qu'avant il était extrêmement copain, Ouais. ça marchait bien avec toute l'équipe de mécanos. Ce qui est encore, j'allais dire, enfin, pire dans le domaine, c'est que comme tu disais, le chef d'atelier, t'as envie que ça soit un gars une personne, que ce soit un gars ou une fille d'ailleurs, mais une personne qui ait toute l'historique, qui ait une connaissance technique et tout. Enfin voilà, tu choisis en fonction de ça. Et donc, souvent, tu vas le chercher dans ton panel de personnes que tu as déjà à disposition, quoi. Donc, l'histoire du copain, elle est souvent là. Comment tu t'évites que ça parte en vrille? Parce que ça, c'est vraiment un sujet. Et puis qu'on va retrouver dans n'importe quelle position où tu passes d'une équipe à devenir manager et tout, ça arrive dans plein de domaines, ça. Ouais. Et puis alors là, c'est carrément la double peine, hein. C'est-à-dire, non seulement tu as ton expert que tu places en position d'inconfort, tu le mets en souffrance, donc du coup, tu perds et le chef d'atelier et ton expert. Tu as tout perdu. Donc, c'est le pire des scénarios et qui n'a aucun intérêt, et pourtant, comme tu le dis, qui arrive très fréquemment. Ça arrive très souvent que ce super expert qu'on nomme chef d'atelier finisse par partir. Alors évidemment, il n'y a pas une seule cause, et chaque entreprise est à regarder spécifiquement dans le contexte dans lequel elle est. Si j'essaie d'extraire 3 ou 4 points clés, le premier point clé, c'est celui que j'abordais tout à l'heure, c'est l'accompagnement. C'est qu'on ne peut pas faire cette transition si on n'accompagne pas ce changement de poste. Parce que ce changement de poste, si je le redis encore une fois, c'est changement de posture et compétences complémentaires à ajouter. Et donc, si ça, ce n'est pas présent, c'est déjà une erreur. Déjà, il ne faut pas le faire. Okay, si on n'est pas capable de le faire, il vaut mieux aller recruter un chef d'atelier externe qui a déjà la compétence, qui a déjà fait le parcours et qui va donc rentrer et apporter sa façon de gérer. Et d'ailleurs, oui. tu parles d'accompagnement, je dirais accompagnement de la personne qui va évoluer, mais peut-être aussi accompagner les équipes en place pour un peu les préparer, non? Oui, c'est la façon dont on anticipe les choses. Okay. Dans le SAV, on aime bien faire comme les clients. C'est-à-dire, on présente les changements comme des pannes. Elles arrivent d'un coup, comme ça, de façon très impromptue, et puis débrouille-toi. C'est très fréquent, hein. On fait les changements comme ça. Quelque chose de culturel, une espèce d'effet miroir comme ça dans le mécanisme. Donc, préparer l'équipe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en général, quand on va nommer quelqu'un chef d'atelier, on a un petit poil à anticiper. On y a réfléchi quelques temps avant, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 6 mois. Donc, plus on s'y prend à l'avance, plus on anticipe, plus les changements sont faciles, mais ça c'est vrai dans tout le SAV, j'arrête pas de le dire qu'il faut anticiper à pas mal d'endroits. Le deuxième point clé qui est derrière,
c'est de se dire, OK, finalement, est-ce que mon expert, là, l'expert que je pressens, c'est réellement la bonne personne? Comment je vais le savoir? Déjà, c'est d'en discuter un peu au préalable. Plutôt que de lui présenter ça comme étant la plus belle promotion de sa vie, il ne faut absolument pas louper. Si tu prends pas ça, mais c'est dommage, quoi. T'as loupé ta carrière. J'exagère un tout petit poil, hein. Euh, c'est d'arriver en étant très honnête sur le métier, sur ce que ça représente en termes de charge de travail, d'évolution, ce qu'on va lui demander, ce qu'on va attendre de lui. C'est d'être très très clair sur les conditions et le contenu. Donc pour ça, il faut qu'on le connaisse bien. Okay. Mais c'est important, c'est d'avoir un contrat et de proposer un engagement, enfin proposer à quelqu'un de son équipe, mais on pourrait l'appliquer à chaque poste, hein, ce que je dis, c'est d'être très clair sur ce qui va se passer réellement dans ce poste-là et pas faire une fausse promesse. Parce que dans les éléments qui font partir le super expert qui est devenu chef d'atelier et qui finit par s'en aller, c'est pas que la charge de travail, c'est l'écart de promesse. C'est le fait qu'on lui a peut-être un peu survendu le poste. On lui a peut-être présenté comme étant la promotion qui lui donne le niveau de reconnaissance qu'il attend depuis si longtemps. Tu vois, il y a ce genre de choses-là qui se jouent et ça, il faut faire très attention parce que la déception peut être très grande. Et puis une fois qu'on a déçu quelqu'un, on ne revient pas en arrière. Donc ça, pour moi, c'est le deuxième point de vigilance. Le troisième point de vigilance, c'est de tenir compte qu'il était le copain des autres. Donc, il va falloir l'accompagner dans sa légitimité hiérarchique. Donc, dans la façon dont les décisions vont se prendre, dont les processus vont être faits, les choses doivent passer par lui. Si, sans arrêt, il y a quelqu'un qui court-circuite ce chef d'atelier pour tout un tas d'autres sujets, et que le circuit hiérarchique n'est pas respecté, eh bien sa légitimité ne va jamais exister. Et donc il va se retrouver encore en difficulté, parce que on ne va pas lui reconnaître, son équipe ne va pas lui reconnaître qu'il peut donner des ordres parfois. Okay, parfois, un manager doit être directif si en face, le niveau de compétence ou le niveau de motivation n'est pas à la bonne hauteur. Donc, il faut pouvoir lui donner ce pouvoir légitime. Et donc ça, c'est la hiérarchie au-dessus qui doit vraiment respecter le circuit. Okay, et qui doit aussi le faire respecter quand quelqu'un de l'équipe de l'atelier, de l'équipe technique de l'atelier, court-circuite. Okay, ça marche dans les deux sens, hein, il va falloir respecter ça. Donc ça, c'est un troisième point de vigilance. Il faut l'avoir anticipé parce que ça va se produire, hein, c'est une certitude. Et puis ensuite, c'est de vérifier que l'organisation qui existe, les process, les outils de gestion, même si l'outil de gestion n'est pas très informatisé, qu'il y a encore beaucoup de papier, peu importe, que le process en lui-même soit suffisamment solide, documenté, formalisé, pour qu'il puisse être transmis à ce chef d'atelier, qu'on puisse lui apprendre rapidement comment ça marche, qu'est-ce qu'on attend dans sa prise de poste concrètement, dans le quotidien, dans le processus quotidien, les choses qu'il va avoir à faire et comment il va devoir les faire. Tout en lui laissant une certaine marge de manœuvre sur ce comment, qu'il puisse aussi le faire un peu à sa manière, tout en respectant les cadres qui ont été définis. Voilà, ce sont pour moi les 4 points de vigilance minimum à regarder dans une prise de poste. Et d'ailleurs, tu parles d'accompagnement, tu penses à quoi? L'accompagnement au sein de l'entreprise par le directeur technique, par exemple, ou c'est de l'accompagnement externe? Alors souvent, c'est un mix des deux. Très très souvent. Souvent, alors je vais prendre ce qu'on vient souvent chercher chez moi. On vient chercher chez moi de soit travailler les process et l'organisation interne, soit de la formation managériale, soit de la formation relationnelle, soit un peu de tout ça. Donc tout ça, ça peut être externalisé. Ça peut venir de personnes comme moi. Mais il y a une grande partie de l'interne. Toute la connaissance des processus internes en posture de chef d'atelier, hein, parce qu'il les connaissait en posture de technicien d'atelier. Là, c'est en posture de chef d'atelier. Donc, ça veut dire discuter avec le service compta, finance, de comprendre ce qui est attendu, ce qui est réellement attendu des personnes, de discuter évidemment avec son manager, si c'est le responsable des SAV notamment, de discuter avec le commerce, sous l'angle de la posture du chef d'atelier et non plus la posture du technicien. Qu'est-ce qui est attendu? Là aussi, des deux côtés. Hein. Ça marche dans les deux sens à chaque fois ce que je dis. Hein. C'est ce que le chef d'atelier peut attendre du service commercial, ce que le commercial doit attendre du chef d'atelier. Vis-à-vis aussi de l'accompagner chez quelques clients. Parce que si c'est par exemple un technicien d'atelier qui n'est jamais allé à l'extérieur,
Le chef d'atelier, il ne va pas y aller très souvent, mais il a besoin d'aller à la rencontre de 4, 5, 6, 7 clients types pour mieux comprendre leurs enjeux, leurs attentes, et donc, du point de vue de l'atelier, pouvoir faire des transitions, des translations entre ce qu'ils attendent et comment ils fonctionnent. Donc, ça lui permet d'avoir une meilleure compréhension des enjeux, et puis ce que c'est que finalement un client, hein, ce qu'il attend concrètement. Et puis, vis-à-vis de la direction aussi, qui va peut-être l'accompagner sur des compréhensions économiques. Ce que c'est que la rentabilité, pourquoi on lui demande de piloter les heures, pourquoi on lui demande de piloter un taux de productivité, pourquoi on lui demande de tenir en temps et en heure l'ensemble des ordres de mission ou de réparation qui ont été réalisés, quels sont les délais qu'il va y avoir derrière entre ce qui fait la facturation et la trésorerie, le moment où l'argent sera sur le compte de l'entreprise. Toute cette culture-là, il ne l'a pas. Donc, chacun dans l'entreprise va devoir lui donner un peu de son temps aussi pour lui expliquer tout ça. En effet, ça se fait pas n'importe comment. En Voilà. plus d'être un mouton à 12 pattes, il y a intérêt à l'accompagner correctement. Et d'ailleurs, c'est un accompagnement dans la durée, ça se fait pas en 3 Ouais, semaines. Ça... exactement. Eh ben, on va s'arrêter là. En tout cas, chef d'atelier, bonjour à vous. Vous n'êtes pas seul. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. D'ailleurs, posez vos questions pour faire des épisodes de podcast, ça peut Avec être plaisir. sympa. Et puis, si vous êtes vraiment au fond du trou, venez demander de l'aide à Laurent, il vous filera un petit coup de main. Ça vous reboostera. Exactement. Et puis, bien sûr, réagissez, posez-nous des questions en commentaire de manière à ce qu'on puisse aussi réagir autant que possible en temps réel pour vous apporter des petits points de vue complémentaires. Exactement. En tout cas, merci de votre écoute ou de votre visionnage si vous nous voyez. Et puis, bonne semaine, à lundi prochain. Bonne semaine à tous. C'est fini. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Sache que c'est Laurent Mella avec sa société Service Essence qui propulse ce podcast. Service Essence propose des services pour améliorer ton SAV, des formations, du consulting et tout un tas d'outils qui pourront te faire passer un cap avec ton entreprise. À bientôt!